Tout à l'heure, vous avez différencié l'allergie à un produit par Oui, rapport au fonctionnement. l'allergie réactionnelle et l'allergie comme l'asthme, l'eczéma ou les autres. Si vous voulez, le fonctionnement là, c'est réservé à l'asthme et à l'eczéma. Le fonctionnement d'hystérie formelle, c'est réservé à l'asthme et à l'eczéma. Et puis, le cadre de l'adaptation, c'est réservé à d'autres fonctionnements allergiques. Par contre, l'allergie réactionnelle, ça n'a rien à voir. C'est un corps qui peut être allergisé et qui réagit à un produit. OK? D'accord. Donc, quand on a des crises d'allergie qui ne sont liées qu'à des prises soit de médicaments, soit d'allergies type alimentaire, là, on n'est pas dans des problèmes d'impasse où c'est vraiment physiologique pur. Non, bien sûr. D'accord. Okay. Et en plus, vous avez des asthmes allergiques et des asthmes non allergiques. Donc, il faut aussi que ça soit défini comme tel sur le plan médical, hein, allergie. OK? Merci beaucoup. Voilà, ce que je voulais vous dire, parce que j'ai eu une discussion avec Martial qui vous aide, et je voulais d'ailleurs le remercier beaucoup parce que moi je suis très nulle sur le plan d'Internet et il m'est d'un énorme service pour pouvoir discuter avec vous et il est très fort en informatique. Je vous dis tout de suite parce que franchement il récupère des choses absolument incroyables et je voulais le remercier. Voilà. Merci. Donc, on discutait avec Martial et du problème du transfert. Voilà. Parce que je suis étudiant aussi. Parce que Martial est étudiant aussi. Voilà. Alors, je trouve que cette observation clinique est vraiment bien pour vous expliquer le problème du transfert. Le problème du transfert, donc, qui a été décrit par Freud, c'est un fonctionnement de l'imaginaire. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit pourvue d'imaginaire pour pouvoir projeter, donc créer une relation imaginaire au thérapeute en tant qu'instance maternelle ou instance paternelle. Vous avez vu dans cette observation clinique que c'est un cas qui est dépourvu de potentialité imaginative. Mais en plus, il y a le problème de l'allergie. Hein? Donc, il faut que la patiente m'associe au bout de 3-4 mois de thérapie, 4 mois de thérapie, puisse m'associer à une image maternelle pour qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la... Alors, il vous dira transfert, Freud, mais moi je dis d'une relation investie par l'imaginaire qui puisse apparaître. Si vous parlez de transfert, vous allez dire « Ah, il y a un transfert à 4 mois, et à 4 mois de thérapie. Et avant, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien? Vous comprenez? Donc, ça ne suit absolument pas l'évolution de votre patient. C'est une théorie qui a fonctionné parce qu'à ce moment-là, Freud prenait des gens qui avaient de la symbolique, qui avaient un imaginaire qui fonctionnait, mais maintenant, avec nos fonctionnements actuels, c'est quelque chose qui ne peut plus se vivre comme ça. Il y a une relation, le patient il vient vous voir, même si c'est le médecin qui lui a dit que c'est bien pour lui, il vient quand même vous voir. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe entre lui et vous. Il n'y a pas rien. Et puis, sinon, on dirait il n'y a pas rien, puis tout d'un coup, il y a transfert. Bon. En plus, c'est aberrant, parce que à partir du moment où il y a transfert tout le temps. C'est pas vrai. Il n'y a pas transfert tout le temps. Je veux dire, on ne transfère pas à chaque moment de la thérapie quelque chose sur le thérapeute. Vous voyez? Donc, il y a une relation qui est investie par l'imaginaire ou qui est désinvestie par l'imaginaire. Là,
il y a une relation qui est désinvestie par l'imaginaire dans un premier temps, et le fait que je reprenne le plan allergique qui fonctionne sur le plan de l'imaginaire, hein, c'est une manière de pouvoir récupérer l'imaginaire qui a été refoulé. Vous voyez, c'est cohérent par rapport au fonctionnement d'avant de la personne, hein, pour évoluer vers un autre destin. Hein. Mais on ne peut pas couper un mouvement d'organisation ou de refoulement de la fonction de l'imaginaire. De la même manière, vous allez dire il y a transfert. Puis tout d'un coup, dans la relation thérapeutique, il y a refoulement de la fonction de l'imaginaire. Donc il y a quoi? Il n'y a plus rien. On ne peut pas parler de transfert, puisqu'il y a un refoulement de la fonction de l'imaginaire. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout quelque chose qui rentre dans l'ordre de ce qui se passe en psychosomatique. Ça va très bien pour la psychanalyse, parce que les patients sont des patients qui fonctionnent sur le plan de l'imaginaire, qu'ils prennent en charge, mais nos patients à nous ne fonctionnent pas de cette manière-là. Vous voyez ? Moi, je me souviens d'un ami psychanalyste qui me dit, on m'a dit qu'il y avait des gens qui ne rêvaient pas. Je lui dis oui, ils ne se souviennent pas de leurs rêves, c'est vrai. Vous voyez ? Donc, il était psychanalyste bon teint, et pour lui, il n'imaginait même pas que des gens ne pouvaient pas avoir accès à leurs rêves. Donc, voilà. Mais c'est important. C'est important. Bon. Sylvie? Oui. Oui, j'ai une petite, j'ai un questionnement par rapport à ce cas en particulier. Tout au début, vous nous avez annoncé que, bon, je reprends la phrase que vous avez prononcée, toute situation de différenciation peut être facteur de crise. Alors, ce que je comprends, là, on était, c'est-à-dire la problématique qui s'opérait dans ce cas-là, c'est la problématique de la différenciation. Oui. C'est clair, elle est très apparente. Donc, la patiente, elle s'échappe justement elle est tout le temps dans le double. Elle recherche tout le temps le double. Oui, parce que vous savez, les patients, c'est pas n'importe quoi. Les patients, ils ressentent des choses. Et ils ressentent très bien, par exemple, cette patiente, comme d'autres patientes, ils ressentent très bien que quand ils commencent à être tendus, très tendus, il va y avoir la crise. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de perturbation du rythme corporel, il y a un problème qui se passe, et voilà. Donc, ils évitent ça. Voilà. D'accord. C'est ça. Alors, moi, oui, non, mais c'est clair, j'ai bien compris. Merci Sylvie de vraiment de le rappeler. Mais moi, la question, elle est vraiment ailleurs. C'est-à-dire que dans ce cas particulier, mais parfois on recherche justement à amener, c'est pas qu'on recherche, mais bon, on amène autant voulu la personne vers la différenciation lorsqu'il y a fusion ou le double. Oui, et alors ? Dans d'autres cas. C'est-à-dire c'est pas toujours le cas. Quand je lis la phrase, toute situation de différenciation peut être facteur de crise. Attendez, je comprends pas. Ça, c'est dans ce cas particulier. Oui, bien sûr. Non, toujours. Toute situation de différenciation dans ce cadre particulier qui est celui de ce fonctionnement de double et du fonctionnement de l'allergie dans le processus de différenciation, toute situation de différenciation par assimilation est facteur de crise. Un changement de professeur. Voilà. D'accord. Dans ce cadre-là. Mais de toute façon, dans tous les cas, toute situation autour de la différence, dans tout processus immunologique, fonctionne en tant qu'impasse. Voilà.
Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans tous les processus. Le diabète, d'une autre manière, vous voyez, dans tous les processus immunologiques. Voilà. Ok, merci d'avoir apporté Ce que je voulais dire là, très précisément, hein, c'est que c'est quelqu'un qui a refoulé son fonctionnement de l'imaginaire. Ok. Donc, oui. quand elle est dans sa maison là, de campagne, avec la perte du mari qui renvoie à la perte de la mère, à la perte du père, à toutes les pertes, il n'y a plus d'imaginaire. Ok. Donc, il n'y a plus ce fonctionnement de double. Tout le monde est pareil. Hein, il n'y a pas la projection. Mais que, disons que quand elle commence à pouvoir projeter sur moi une image maternelle, on reprend le fonctionnement là où elle était avant la perte de l'imaginaire. Donc, ce n'est pas aberrant. Donc, à partir de là, ouf, il y a une récupération de l'imaginaire. C'est déjà quelque chose. Après, il va falloir l'amener vers un autre destin. Hein? Mais déjà ça, c'est important. Merci Sylvie. Donc, si j'ai bien compris, pour projeter sur l'autre, il faut forcément que la personne soit à minima pourvue de potentiel imaginaire. L'autre personne? Oui. Ça dépend. Si elle est complètement dépourvue d'imaginaire, elle peut quand même avoir ce processus de projection sur l'autre? Ça dépend quelle relation on a avec cette personne. Ça dépend quelle défense on a par rapport à cette autre personne. Ça dépend comment c'est situé, le système activité-passivité depuis son enfance, vous voyez. Il y a beaucoup de potentialités et beaucoup de possibilités. Voilà, il y a Cédric qui vous dit c'est pas figé. Les gens y vivent, ils régressent, ils se réorganisent, voilà. Mais ils régressent aussi. Oui, non, c'était pas dans le fait d'être figé, c'était pour que ça ait lieu lors d'une rencontre, d'une séance. Il faut qu'à cet instant T-là, il y ait ce potentiel qui puisse à nouveau émerger. Oui, mais c'est pas... disons qu'il faut que vous compreniez ce qui s'est passé dans les relations d'avant pour l'aider à le faire émerger. Hein? Et il faut toujours vous dire que en psychothérapie, ce qui permet, ce qui est fondamental pour la psychothérapie, c'est l'activité. Si vous rendez votre patient passive en prenant sa place ou en répondant à sa place ou en lui expliquant tout, par exemple, vous lui enlevez les possibilités de savoir, d'être actif. C'est lui qui doit faire bouger la situation, c'est pas vous. C'est lui. Vous suivez son évolution, mais le moteur, c'est lui. C'est ça le problème. Même si vous savez, ben, c'est lui. Ce dont vous avez besoin, c'est de savoir comment vous allez le faire bouger. C'est comment ce système d'activité de la pensée va pouvoir s'élaborer. Ok ? Mais en tous les cas, comprendre le système activité-passivité, c'est le moteur de toute évolution thérapeutique. Voilà. Vous voulez que je vous parle un peu, on a encore 1 heure, de ce problème d'imaginaire et de sexualité? Oui. Alors, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que c'est quelqu'un qui fonctionne dans l'adaptation.
c'est quelqu'un qui est dépourvu de potentialité imaginative. C'est quelqu'un qu'on a rendu passif depuis son enfance. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le fonctionnement adaptatif, donc on est dépourvu de potentialité imaginative, mais il n'y a pas la possibilité de se représenter qu'une personne a plus d'affect que l'autre. Donc tout le monde est vécu de la même manière. Je veux dire par là qu'on est dans le conformisme social. Je dirais que l'investissement affectif sur l'enseignant est le même que sur le père et la mère. En tous les cas, il n'y a pas de différence entre le père et la mère sur le plan affectif. Vous voyez ? Donc ça, c'est important à voir. Donc ça pose aussi différemment le problème de la différence, et notamment le problème de la sexualité qui est lié à la différence des sexes. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir derrière tout ça pour comprendre cette situation. Donc, notre patient, il a 30 ans et très tôt, on va le mettre dans une situation de dépendance. C'est-à-dire qu'à 6 mois, il fait une toxicose, qui est une pathologie quand même grave, qui peut être mortelle. Et vous voyez, hein, ça fait 2 fois qu'on rencontre dans cette période des pathologies graves. Donc c'est ce que je vous disais, réponse directe à travers le corps. Et ce que les parents ont compris, c'est que donc, les parents sont partis, voilà, et ils l'ont laissé à une personne étrangère pour la première fois. Et voilà. Donc, ils en ont déduit, les parents, qu'il ne faut pas le laisser. Vous voyez comment ça... il y a eu une personne étrangère, l'enfant est tombé malade, donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est le laisser à une personne étrangère. Vous voyez, on fonctionne comme ça dans l'adaptation. Donc, on va s'arranger pour ne pas le confronter à cette situation-là. Donc, on va le faire garder aux personnes de la famille, grands-parents paternels et grands-parents maternels. Seulement, déjà, les parents fonctionnent dans l'adaptation. Les grands-parents paternels et maternels sont à la reproduction identique de l'adaptation des parents. Donc, vous voyez que déjà, son univers est assez coincé sur le plan de l'imaginaire et de la représentation. Donc, tout est bon pour qu'il se construise santé imaginaire de par cette situation-là relationnelle. Et puis, pour combler le truc, on va rapprocher le domicile des parents des domiciles des grands-parents. Donc, il va y avoir 2 déménagements pour ça, à 5 ans, puis à 10 ans, parce que ça sera plus pratique. Parce que ça sera plus pratique pour les gardes d'enfants. Donc, on va se rapprocher des parents. Et ce n'est pas du tout pour un intérêt quelconque, comme dans l'allergie, par rapport à la relation à la mère ou quoi que ce soit. C'est vraiment technique et on va faire ça. Alors, le problème, c'est que vous savez, dans un cadre adaptatif, les déménagements sont souvent fonction d'une impasse. Parce que comme la personne ne peut pas se structurer intérieurement, puisqu'il n'y a pas la possibilité sur le plan de la représentation, donc l'extérieur, le rapport au concret, le rapport au réel, le rapport au cadre extérieur qui structure et qu'on reprend tel quel, c'est quelque chose de très très important. Donc quand on perd ce cadre, on se retrouve dans un vide, qu'on ne peut pas récupérer cette situation de crise sur le plan de la représentation, puisqu'on n'en a pas, et donc c'est un facteur d'impasse avec une réponse directe à travers le corps par une pathologie psychosomatique. Et c'est pour ça qu'autour de ces 2 déménagements, il y aura autour de ces deux déménagements, il y aura 2 pathologies psychosomatiques. Le premier, c'est déménagement en grippe suivi d'une embolie pulmonaire, et le second, c'est une rougeole. Voilà. Alors, ensuite, il a décidé qu'il avait
29 ans, que c'était l'âge de se marier, parce que c'est là où je vous dis que le problème de la société, parce que socialement, il faut être marié, ça fait mieux sur le plan professionnel. Donc, il va décider de se marier et à ce moment-là, donc, des céphalées vont apparaître et puis il va prendre un appartement aussi, donc à nouveau un déménagement aussi. Et il est toujours, il fonctionne donc depuis l'enfance dépourvu de potentialité imaginative, donc pas de possibilité de récupérer la situation par le plan de la représentation imaginaire. Donc, cette structuration de l'espace qu'il avait faite auparavant, de l'extérieur, avec cet appartement quand même dans lequel il était depuis assez longtemps, ça s'effondre. Donc ça crée une sorte de vide et c'est là où va apparaître d'abord des céphalées et puis les céphalées vont être remplacées par une rectocolite hémorragique. Il a l'impression, dans ces déménagements forcés, je le cite, que ces références qui sont créées par l'extérieur, tout comme son être, s'effondrent. Voilà. Vous voyez, on est dans le tel quel. Les références de l'extérieur, lui, le dedans, le dehors, tout ça c'est pareil. Alors, ce déménagement, il intervient, donc je vous le disais, autour de son mariage. Il va y avoir très rapidement un autre déménagement que va, je dirais, induire sa femme et auquel il se soumet. Il a toujours fonctionné comme ça, donc quelqu'un dit c'est mieux pour toi, donc c'est mieux pour lui, donc il le fait. Donc sa femme trouve qu'il est trop fatigué parce qu'il est trop loin de son activité professionnelle. Donc lui qui allait à pied à son activité professionnelle, ça le détendait, donc il n'a plus cet exutoire moteur. Et puis sa femme, qui est très gentille, bon, il s'est blessé en faisant du judo, donc elle lui explique que le judo c'est pas un sport pour lui, c'est trop violent, donc il va arrêter le judo. Donc vous voyez, voilà deux activités où il pouvait mettre à l'extérieur donc sa tension corporelle qui s'exprimait de toutes ces difficultés de vie, à la fois déménagement et à la fois être confronté au mariage et à la différenciation que propose d'abord le fait d'être marié et ensuite le fait d'aborder la sexualité, parce que bien sûr, enfin je dis bien sûr, c'est pas quelqu'un qui a eu des relations sexuelles en dehors du mariage. Donc il y a le mariage qui est lié aux relations sexuelles après le mariage. Et ça se passe pas très très bien. Et effectivement, il y a des problèmes sur le plan de la sexualité, avec un problème d'éjaculation précoce, parce que, eh bien, d'une part, c'est une sexualité qui n'est pas choisie par lui, c'est il faut, pour être en ordre vis-à-vis de la société, il faut se marier, avoir une sexualité, avoir des enfants. C'est comme ça qu'on vit, hein, et que c'est pas quelque chose qui est vécu de l'intérieur et quelque chose auquel il est prêt. Voilà. Et la sexualité, pour lui, ça va être contraction détente, décharge motrice et sans plaisir. Il n'y a pas la notion de plaisir, j'ai oublié de vous dire ça. Il n'y a pas dans l'adaptation la représentation, donc on ne peut pas se représenter le plaisir ni le déplaisir d'ailleurs, c'est neutre. Hein. Donc c'est un fonctionnement sexuel sans plaisir et un fonctionnement totalement dans l'instinctuel.
et effectivement avec une problématique au niveau de la différence du dedans et du dehors qui pose problème et qui pose un problème de tension corporelle à l'acte sexuel et qui gère ce problème d'éjaculation précoce. Alors, il est amené, encore une fois, par son médecin, hein, pour ce problème d'impuissance sexuelle, et son médecin pense que pour lui, c'est bien un problème de relaxation psychosomatique, ce qu'on va faire. Alors, dans un premier temps, bon, ce qui va être important, c'est d'accrocher la relation et de pouvoir créer à partir de là une manière d'être en relation à travers la relaxation qui part de lui. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, je vais partir d'une activité, je vais lui demander une activité qu'il fait, ou qu'il faisait plutôt, parce que pour l'instant, il n'est pas très détendu. La marche, c'est ça ce qu'il faisait et qu'il détendait. Alors, autrement dit que, effectivement, on a coincé aussi la situation motrice elle a un lien avec l'impasse, hein, plus d'exutoire moteur. Donc, c'est lui, donc je lui donne la place dans la relation avec moi en lui demandant ce qu'il faisait auparavant et qui le détendait, et en formulant tous les deux, d'une manière mimée, bien sûr, hein, le mouvement de la marche, et il choisit de le faire en face à face, ce qui est intéressant parce que il a besoin de la relation, et dans cet espace de face à face, il va y avoir quelque chose de l'ordre d'une possibilité retrouvée que je lui donne de pouvoir mettre sa motricité à l'extérieur, ces tensions à l'extérieur, ce qui a été enfermé dans ces histoires de perte de la marche pour aller travailler et perte du judo, et ça va ouvrir déjà une dynamique par rapport à l'impasse motrice. Par la suite, c'est lui qui, au bout d'un moment, va trouver que cette situation dont il est assis, c'est pas très facile pour, dit-il, mais je pense qu'il cherchait autre chose. Il va s'allonger, et dans cette situation allongée, il y a une partie où on fait le mouvement et il y a une partie où on ne fait plus le mouvement, et où on peut justement, ne faisant plus le mouvement, être dans la représentation. Ce qui renvoie d'ailleurs au réveil ou au rêve, où dans le rêve, on n'agit plus par l'action, mais on agit par la représentation de l'action. Donc, dans ce moment-là où la motricité est arrêtée, et dans le fait que, étant en situation donc, où il ne voit plus, il est plus confronté à lui, et il y a un processus de différenciation aussi qui s'organise dans la mesure où, au départ, on est face à face, et il va différencier, c'est lui qui décide de différencier la relation en s'allongeant. Donc, dans ce processus donc, de différenciation, il va y avoir l'imaginaire qui va apparaître en séance, qui est la première étape de l'imaginaire, et ça c'est la relaxation vraiment qui est une très très bonne initiative pour pouvoir le récupérer, c'est-à-dire ce phénomène de projection corporelle, projection du corps dans l'espace, c'est-à-dire il est donc sur le matelas, il a les deux bras qui sont sur le matelas,
et lui, il se vit comme les bras étant décollés du matelas. D'accord ? C'est-à-dire projection sensorielle, sur le plan de la sensation, il crée un imaginaire d'une situation qui n'existe pas dans la réalité. Donc c'est à peu près le même mouvement que cet enfant qui se projette dans l'espace en faisant rentrer et sortir de sa voiture, vous savez, comme je vous le disais ce matin, c'est un mouvement de projection sensorielle, de projection du corps dans l'espace, qui est le mouvement premier de l'organisation de la représentation, avant que les choses soient plus symbolisées sur le plan de l'activité de rêve. Donc, il va vivre ce phénomène de projection corporelle en relaxation. Et pendant cette période, qui va durer à peu près 2 mois, ce que je remarque, c'est que l'agitation corporelle avec les décharges motrices qu'il avait avant et qui posaient problème, bien sûr, pour la sexualité, diminue, et que aussi ces espèces de mimiques-là excessives du corps qui étaient liées à des tensions qu'il ne pouvait pas expulser, d'ailleurs, vers l'extérieur, vont disparaître en même temps que ce phénomène de projection sensorielle va se structurer, et ça va lui donner un début de maîtrise de l'activité sexuelle. Mais ce n'est pas pour ça que le problème sexuel est totalement réglé. Le corps se cherche maintenant dans la dynamique réelle, imaginaire. C'est-à-dire que par moment, il est dans le réel et ça ne va plus parce qu'il a goûté à autre chose, donc ça le temps. Et par d'autres moments, il est dans l'imaginaire complet, c'est-à-dire dans le corps qui a tendance à flotter, alors qu'il n'est plus du tout raccroché au réel, c'est-à-dire le fait qu'il ne peut pas flotter de cette manière sur le plan du matelas. Donc, on travaille au niveau de sa peur d'aborder l'imaginaire qui le renvoie au concret, à la réalité dont il ne veut plus, parce qu'il a pu élaborer autre chose et qu'il a vu les bienfaits de ce phénomène imaginaire, et l'imaginaire qui lui fait peur parce que c'est nouveau et que, bien sûr, dans ton entourage, il n'a pas ce genre de modèle et il est un peu apeuré de se mettre dans quelque chose, de se jeter dans le vide, comme ça, il n'a pas de repère. Donc, ce qui va permettre la récupération de cette situation, ça va être d'une part la compréhension de ce mouvement où il se cherche, et deuxièmement, le problème de l'autonomie. S'il se sent dans le vide comme ça, c'est qu'il n'est pas autonome vis-à-vis des repères qu'il a autour de lui et qu'il ne peut pas se trouver d'autres repères substitutifs que ces images qui sont autour de lui, et que peut-être que le plan de l'autonomie, c'est quelque chose qui serait pour lui, dit-il, à travailler pour qu'il puisse plus se repérer par rapport à lui et élaborer d'autres choix. Et c'est vrai que c'est autour donc de ces mouvements qu'il crée lui-même maintenant, à partir de lui, qu'il va y avoir un phénomène donc de représentation plus importante. C'est toujours des projections sensorielles, c'est-à-dire projection. Alors là, on est vraiment aux voitures de l'enfance. Il est donc sur le divan, il voit le plafond, et sur le plafond, il va peindre des scènes qui vont lui permettre des images, alors, toujours liées à sa difficulté de maîtriser
la motricité. Donc, on voit aussi derrière ça tout le problème de la sexualité. Donc, de maîtriser ses tensions corporelles. Donc, ça va être, par exemple, une casserole, il tremble, il a du mal à maîtriser sa tension corporelle. C'est du vélo, il fait du vélo, il a du mal à trouver la cadence du vélo pour éviter de tomber, vous voyez. Donc, c'est des images qu'il dessine sur le plafond et qui, petit à petit, vont s'élaborer, se rassurer, il va y trouver une maîtrise et c'est à partir de ces images que dans le concret, dans la réalité, il va faire des expériences de maîtrise, donc corps imaginaire, passage au corps réel et surtout comprendre que ce qui lui pose problème, c'est ce qui lui a posé problème, c'est l'autonomie, le fait de décider les choses par lui-même et le fait de pouvoir trouver d'autres modèles, ce qu'il trouve maintenant actuellement. Là, dans son activité professionnelle, quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un qui fonctionne comme ça, puisque maintenant, il y a des données de l'imaginaire, mais quelqu'un à qui il donne le rôle de fonctionner sur le plan du tonus d'une manière harmonieuse et il va d'une manière projective s'identifier à lui, mais vous savez ce que je vous ai expliqué, dans le double projectif, c'est-à-dire être lui et en étant lui, y trouver une certaine maîtrise et ça va permettre, bien sûr, petit à petit à l'imaginaire de se développer, de se mettre à l'extérieur, de se mettre à l'extérieur parce que il y a une personne à l'extérieur qui peut commencer à investir, donc le dedans, le dehors, devient quelque chose de beaucoup plus structuré et grâce à la possibilité donc de différencier le dedans et le dehors, le rêve arrive et le rêve va permettre d'expliquer ce qui se passe dans sa vie et notamment sur le plan de la sexualité. Alors, d'abord, c'est du rêve éveillé en séance. Vous savez, toujours dans cette partie où la motricité est arrêtée. Donc, il voit une personne perdue dans l'espace qui est juchée au-dessus d'un appartement inconnu. C'est la reproduction, il me dit, d'un rêve qu'il a vécu il y a quelque temps, mais dont il ne se souvenait plus. Donc, vous voyez le rêve qui apparaît en relation avec moi, hein, parce qu'il est rassuré, parce que je suis quelqu'un qui lui permet de fonctionner sur le plan de la représentation, ce qu'il n'a pas vécu sur le plan familial. Donc, il est jugé au-dessus d'un appartement inconnu. Il n'a plus peur de tomber dedans parce que grâce à un phénomène d'élasticité personnelle où on repère le bien-être du rythme et de la relaxation, il peut être volontiers dedans et dehors. Donc, nous voilà en train d'aborder la maîtrise de la motricité, la maîtrise de l'espace, maîtrise de la motricité maintenant abordée par le plan de l'imaginaire, la maîtrise de l'espace qui va lui permettre de récupérer cette évolution dans l'organisation de sa vie sexuelle. Maintenant, il peut y placer tension et détente beaucoup plus dans l'harmonie et la pénétration. Donc, la problématique du dedans et du dehors ne pose plus de problème. Ceci, la pénétration ne posant plus de problème, il va par la suite, dans un rêve qu'il fait chez lui,
traduire sa difficulté. Il va rêver du trou du mariage et d'un impact, il va me dire, pulsionnel, qui est un trop de pulsion, qui est déterminé par l'arrêt du sport et qui est déterminé par un manque de repères à l'extérieur du patient sur le plan de la différence et sur le plan de l'imaginaire. Donc, n'ayant pas de modèle sur le plan de la différence, sur le plan de l'imaginaire, sur le plan de la sexualité non plus, il va rechercher parmi sa famille, un oncle, quelqu'un qui va servir de repère pour évoluer. Alors, cet oncle, c'est un oncle qui est drôle, déjà, qui a de l'humour, et qui raconte, vous savez, des petites histoires sur la sexualité, enfin un peu sexuelle, quoi, dans les dîners de famille, et qui est très mal vu d'ailleurs par ses parents à cause de ça. Donc, racontant ces histoires-là, pour lui, ça va être un modèle sur le plan de la sexualité, d'une sexualité qui n'est pas interdite, d'une sexualité qui est libre et d'une sexualité qui est aussi à l'extérieur de la famille, hein, c'est-à-dire dehors. Dans son élaboration dedans-dehors, c'est aussi important. Et c'est autour donc de cette identification à cet oncle sur lequel il va créer toute une relation imaginaire qui existe ou qui n'existe pas. Hein, mais peu importe, en tous les cas, ça va être un modèle dans lequel il va pouvoir donc faire évoluer donc, le problème de la sexualité dans un rapport donc d'identificatoire, je dirais, mimétique dans un premier temps. Il est lui, et qui va lui permettre d'évoluer sur le plan de la relation sexuelle, c'est-à-dire la possibilité du dedans et du dehors, et d'accéder à cette situation-là avec maîtrise. Et puis vient la période édipienne. Alors là, ça va poser un problème parce que effectivement, il va associer sa femme à une mère, à sa mère. Non, pas à sa mère, parce qu'à sa mère, il ne peut pas, tellement elle est rigide dans son fonctionnement. Mais il va associer sa femme à une mère, d'accord? Et bien sûr, là, il va retrouver l'interdiction de la sexualité et l'interdiction, bien sûr, de se détendre dans les relations sexuelles, dans la relation avec sa femme, qui renvoie à une problématique édipienne, c'est-à-dire une situation donc, où l'oncle est mis à distance sur le plan de l'imaginaire, bien sûr, et un rapprochement vis-à-vis donc de sa femme. Et c'est sa compréhension donc autour d'un rêve qui est tombé dans le corps ou le vagin de sa mère et de sa femme, c'était englouti par une femme ou par une mère, et ça crée une situation impossible avec des difficultés de pénétration et un maintien de l'érection. Et ça, c'est la compréhension maintenant de cette relation de l'imaginaire qu'il a créée maintenant dans la relation avec sa femme, qui va lui permettre de dépasser cette situation, de retrouver un rythme corporel harmonieux et qui va pouvoir investir dans la sexualité. Et c'est là que va apparaître la notion de plaisir. Donc,
notion de plaisir est liée à la relation sexuelle harmonieuse et aussi à la potentialité de l'imaginaire. Et c'est après avoir rêvé d'une relation sexuelle harmonieuse que la relation sexuelle, dans la réalité, va se vivre de la même manière. D'où l'apport de l'imaginaire, à la fois dans la régularisation du rythme corporel, ce qu'il vit en rêve, et la régularisation du rythme corporel va lui apporter une situation de bien-être et de plaisir dans le problème qui est maintenant dépassé de la sexualité. Voilà pour cette observation clinique. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur cette observation clinique ou sur le tout? Alors avant, je voulais vous reprendre le problème. Donc c'est quelqu'un qui fonctionne sur le plan de la pathologie de l'adaptation depuis l'enfance. Vous voyez encore une fois autour de lui une symptomatologie grave. La manière de régler le problème par les parents sur le plan adaptatif, la difficulté pour le patient de se structurer sur le plan de la différence, qui n'a rien à voir avec l'allergie. Dans l'allergie, la différence existe mais pose problème. Là, dans le banal, la différence n'existe pas. Or, avec son mariage, il est confronté à plein de différences. Il est confronté au mariage, qui renvoie aux relations sexuelles, puisque avant, il n'en avait pas. Vous avez le fait qu'il déménage, donc il se trouve dans un lieu différent. Vous avez le fait aussi qu'un homme marié, pour lui, est différent d'un homme célibataire, donc il doit avoir une autre manière de fonctionner en société, hein, et ça, c'est difficile, impossible pour lui. Et puis, vous avez le faire, la motricité aussi, qui est enfermée autour de cette situation d'impasse, c'est-à-dire pour le bien-être, bien sûr, de son mari, sa femme, qui le fait déménager pour qu'il soit moins fatigué parce qu'il y aura moins de trajet, mais le trajet lui permettait de mettre ses tensions à l'extérieur, ces tensions liées à sa difficulté de vie, notamment par rapport à la sexualité, et puis l'arrêt du sport, qui est en fait la motricité aussi dans une situation d'impasse. Donc il est bien enfermé, avec l'enfermement autour de lui, de ne pas avoir des modèles sur le plan identificatoire par rapport à la sexualité. C'est-à-dire, la sexualité, on n'en parle pas chez les parents, c'est quelque chose qui n'est même pas interdit, même pas tabou. Hein, c'est-à-dire, c'est lié à la différence, donc on n'en parle pas. Donc il n'a pas la possibilité non plus de parler de ses difficultés dans l'univers familial. Il n'a pas la possibilité de parler de la difficulté à l'extérieur parce que l'extérieur est pareil, qu'il n'y a pas d'extérieur. L'extérieur, c'est pareil que la famille. Donc tout est pareil. Vous voyez. Donc ce discours ne peut pas être reçu. Il faut que j'en arrive à être malade et à ce que le médecin l'amène à consulter pour que dans cette situation où il est permis de dire, hein, dans la psychothérapie, eh bien, il puisse commencer déjà à exprimer son malaise, qui est déjà une forme de représentation qui est acceptée dans la relation thérapeutique. Oui. Donc déjà, ça crée une ouverture à cette situation d'impasse dans laquelle il s'est organisé, où dire, se représenter les choses de la vie, c'est pas possible. C'est pas que c'est interdit, c'est que ce n'est pas possible.
on n'a pas la possibilité de le faire parce que dans le fonctionnement des parents, qui est repris par l'enfant et l'enfant grandissant, ça n'existe pas, il n'y a pas de modèle. Voilà. Donc, vous voyez, ça renvoie. Et puis, ce fonctionnement qui renvoie à un problème de société, encore une fois, à savoir que, ok, il y a des problèmes, mais on n'en parle pas, et il faut faire comme tout le monde. Donc, on va se marier. Hein, on va se marier parce que il faut faire comme tout le monde. Donc, on va avoir un appartement à soi parce que c'est comme ça quand on se marie. Mais que ça pose problème, ça, c'est pas entendant. Hein. Que les déménagements posent problème, ça, c'est même si on tombe malade à répétition, c'est pas quelque chose que l'on voit. On ne peut pas faire un lien entre la maladie. On ne peut pas se représenter qu'un déménagement pose des problèmes. Hein. C'est normal, voilà. On va être plus près, ça va être plus facile, on va se lever plus tard, et tout. Bien. Voilà. Et on trouve de plus en plus de cas comme celui-là. De plus en plus, les fonctionnements sont dans les fonctionnements adaptatifs. Alors, je vous en donne un qui vient d'apparaître, c'est que avec notre virus, donc on a maintenant des vaccins. Donc on a décidé que les lieux où il y avait des personnes âgées, les EHPAD, en France, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire les lieux où vivent les personnes âgées, c'est ça pour les gens qui sont de l'étranger, allaient être vaccinés en premier. Donc on réfléchit comme ça. C'est dans ces lieux qu'il y a le plus de morts. Si on vaccine ces gens, ça va réduire le nombre de morts. Le problème, c'est que ces gens sont âgés. Donc, pour leur administrer le vaccin, il faut demander la permission. Il y a des gens, c'est assez facile parce que la famille est là et existe. Il y a d'autres gens qui n'ont pas la possibilité de dire ce qu'ils veulent, qui sont sous tutelle. Et les gens qui sont sous tutelle, c'est-à-dire que c'est des gens de l'extérieur qui sont responsables de cette personne et qui peuvent, sur le plan de la loi, peuvent prendre des dispositions pour cette personne. Eh bien, ça a été un cafouillage énorme parce que les gens qui étaient responsables, on n'arrivait pas à les trouver. Quelquefois, ils habitaient très loin, quelquefois c'était très loin à l'étranger. Enfin, ça a été un bazar absolument terrible et inattendu. Parce que justement, on a fonctionné d'une manière adaptative. Voilà, on va faire ça, ça va donner ça. Hein? Mais comment on va obtenir ça, ça, on n'y a pas pensé. On ne s'est pas du tout représenté la situation de mise en application de la décision. Oui. Donc ça, c'est tout à fait un cadre de la pathologie de l'adaptation. Donc on est vraiment dans une société où on épouse ce cadre. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des questions pour finir? On a un petit quart d'heure. On a de plus en plus de cas comme ça, de cadres de l'adaptation. Vous avez des cadres de l'adaptation et vous avez des gens qui fonctionnent dans l'adaptation, qui sont compartimentés. Ils fonctionnent dans l'adaptation au travail, ce qui leur permet de supporter un certain nombre de choses.
hein, qu'on leur fait faire et pour lesquels ils ne seraient pas d'accord s'ils fonctionnaient dans un autre cadre. Hein. Donc, et puis qui, par ailleurs, ont tout à fait une potentialité sur le plan de l'imaginaire. Je vous ai parlé de ce monsieur qui avait une situation très, très haut placée. Lui, il était dans la mixité, mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent de cet ordre-là. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui rêvent pendant les vacances, mais qui ne rêvent pas quand ils sont dans le temps où ils travaillent, oui. Ou des rêves de réalité, du concret. Ça s'inscrit bien dans un phénomène de société. Sylvie, comme tu l'as bien souligné, c'est partout un petit peu dans le monde, hein, même ici au Maroc, c'est pareil. Ils ont, je ne sais pas, est-ce qu'ils se sont représentés la situation après? Je ne pense pas, mais ils suivent une politique. Donc du coup, nous, en tant que citoyens, dans ce cas particulier de cette crise sanitaire, on ne peut être que dans l'adaptatif, même si, de par notre fonctionnement, dans notre vie personnelle et professionnelle, on ne l'est pas peut-être pour certains, mais dans cette situation de crise sanitaire, quand il n'y a pas le choix, on est dans l'adaptatif. C'est pareil, hein, quand vous parlez des iPads, là chez nous, c'est pareil. Il n'y a pas les iPads, mais ils ont préféré, ils l'ont annoncé, c'est pareil, hein, c'est la même politique. Non, mais que la politique soit la même pour tout le monde, que la politique nous rende dans une situation de passivité, oui, mais après, il y a aussi le fonctionnement des gens. Ils ont toute la possibilité de rêver d'autre chose, hein, de rêver ou d'organiser cette situation coincée avec notre potentialité de l'imaginaire. Par exemple, de se dire, tiens, on est confiné jusqu'à 6 heures, il est 6h15 et je suis encore dehors. Vous voyez, voilà, ça c'est très français. Par contre. Mais on a des petits trucs comme ça qui nous permettent enfin, je ne vous dis pas de le faire, hein. Attention. Mais je vous donne des exemples de mes patients qui trouvent des petits moyens de s'en sortir. Ah oui, si vous parlez de ça, bien sûr, hein, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, hein, c'est... Non, je n'ai pas dit de faire des bêtises, j'ai dit de... Pas des bêtises, je parle pas des bêtises. J'ai dit de trouver des moyens de s'en sortir. Non, je dis des bêtises parce que, je veux dire, il y a des gens qui organisent des soirées à 100 personnes, ça pose problème. Mais tout dépend de la manière dont on fonctionne. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Sylvie, c'est que ça m'avait échappé, effectivement, tant on est là sur un plan humain et personnel, en thérapie, et là, tu parles d'un phénomène de société, en psychosomatique. Je trouvais ça génial. Par rapport à l'imaginaire, oui. Je dis que ce refoulement de la fonction de l'imaginaire s'inscrit bien dans un phénomène de société. Voilà. Et qu'on est confronté à une situation nouvelle, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et qu'il faut, par rapport à ça, pour se défendre, imaginer des solutions. Voilà. Comme dans toute situation personnelle de crise. Hein. Voilà. C'est des solutions qui conviennent à chacun. Hein. Voilà. C'est tout. Mais qu'on peut avoir tendance à se laisser dominer par la situation. Alors je vais essayer dans l'expansion de ce nous sommes en train de dire, oui. Par rapport au phénomène de société, il y a ce phénomène aussi dans les entreprises. Il y a les entreprises où on trouve un management très archaïque et rien ne change.
ils sont que dans l'adaptatif. Et puis, il y a des sociétés aussi de réseau, c'est-à-dire c'est dans l'ouverture, voilà, il y a beaucoup d'imaginaire, il y a beaucoup de... Oui, bien sûr. Mais vous savez, il faut faire attention à ces ouvertures. Il y a des ouvertures, il y a des start-up voilà, qui sont pleines d'imaginaire et créatives. Et puis, vous avez aussi des choses qui sont apparemment imaginatifs et qui ne le sont pas, en fait, qui sont une autre manière de résoudre le problème sur le plan du congrès. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Mais c'est vrai que, de toute façon, les gens qui sortent seront ceux-là. Hein. C'est évident. C'est évident. De créer la différence, comment créer la différence? C'est en réfléchissant, en pensant, en se représentant les choses. C'est sûr que c'est ces personnes-là qui arriveront le plus facilement à s'en sortir. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Oui? Vous avez d'autres questions? Bon, alors maintenant, je vais conclure. Ce que j'ai voulu vous montrer par là, c'est que vous avez affaire donc à deux choses, à un fonctionnement et à une situation conflictuelle ou à une situation d'impasse. Hein? Dans la situation conflictuelle, le conflit est toujours lié à l'imaginaire, ce qui fait que quand vous avez des gens qui sont pourvus d'imaginaire et qui sont confrontés à une situation conflictuelle, donc pourvus d'imaginaire, on est dans le cadre d'un fonctionnement riche sur le plan de l'imaginaire. Quand vous avez des gens qui fonctionnent sur le plan riche, sur le plan de l'imaginaire, et qui sont confrontés à une situation d'impasse, c'est-à-dire une symptomatologie qui renvoie à l'organicité, une symptomatologie qui renvoie donc à une situation dépourvue de potentialité imaginative, on est dans un fonctionnement mixte, à la fois de l'imaginaire et à la fois un dépourvu d'imaginaire du fait de la symptomatologie. Prenons le contraire, si vous avez un fonctionnement du cadre adaptatif qui est pourvu d'imaginaire, hein, comme vous pouvez le voir dans l'observation autour de la retraite, hein, vous avez un fonctionnement qui est dans le refoulement de l'imaginaire et puis où l'imaginaire va apparaître autour de l'allergie. Donc là, on est dans un fonctionnement, où l'imaginaire, petit à petit, va pouvoir se récupérer. Quand cette personne qui est dans un fonctionnement adaptatif encore va avoir des phobies, donc créer des peurs sur le plan de tel produit thérapeutique, de tel produit thérapeutique ou de tel animal, à ce moment-là, on sera dans un fonctionnement mixte, c'est-à-dire quelqu'un de pourvu d'imaginaire et autour de quelqu'un de dépourvu de potentialité imaginative dans son fonctionnement et autour de situations précises qui sont symboliques et qui ont un sens, une angoisse apparaît qui va être projetée sur un produit ou sur un animal, et à ce moment-là, on sera dans une richesse imaginative, c'est-à-dire cet animal qui a une valeur conflictuelle, d'accord, de par l'histoire que l'on a par rapport à cet animal. Donc là, on sera dans la mixité. Donc quand on a affaire à quelqu'un qui fonctionne dépourvu de potentialité imaginative,
avec une problématique conflictuelle, hein, qui renvoie donc à l'imaginaire, toujours, hein, qui est symbolique et qui a un sens en fonction de l'histoire du sujet, on est dans la pathologie, dans un fonctionnement, excusez-moi, pas la pathologie, dans un fonctionnement mixte. Je suis bien claire? Donc, on a vu deux choses. La dernière fois, on a vu des gens qui fonctionnent avec de l'imaginaire et dépourvus de potentialité imaginative dans le fonctionnement. D'accord? Et aujourd'hui, on voit des gens qui fonctionnent dans l'adaptative et qui, autour d'une situation, récupèrent une potentialité imaginative, ce qui fait qu'il y a absence d'imaginaire et imaginaire. Donc, on est dans la mixité. D'accord? De la même manière, pourvu d'imaginaire dans le fonctionnement et situation d'impasse, donc dépourvu de potentialité imaginative, donc là, on a imaginaire, absence d'imaginaire, on est dans la mixité. Ok? Vous voyez la différence? Très bien. Bah, écoutez, j'étais ravie de vous voir, ça fait du bien. Et je vous dis au mois de mars, on tient le coup. Portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. Merci. Merci Merci Sylvie, à bientôt. Merci À Sylvie. bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Tout le monde. Au revoir.